Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Alors on a nommé un peu les épisodes où je suis seul décryptage, donc je fais un nouveau décryptage. L'idée c'est de pouvoir discuter de sujets qui sont importants dans, on va dire, l'industrie agricole, dans ce milieu agricole qui est très riche mais parfois méconnu, et d'être un peu en équilibre entre un discours qui peut être compris par tous et en même temps avoir une certaine profondeur scientifique et technique, puisque l'agriculture, l'agroécologie, c'est une science, une technique, et l'idée c'est de donner accès à l'ensemble de ces notions au plus grand nombre, mais aussi aux professionnels de pouvoir récupérer de l'information de qualité. Alors aujourd'hui, on va se poser des questions autour de l'agriculture régénératrice. On a déjà traité un peu ce sujet, mais l'agriculture régénératrice en tant que modèle de production futur qui pourrait devenir finalement le modèle de production général, avec finalement le respect dans cette agriculture d'un certain nombre de processus physiques, biologiques, essentiels. Et donc ça va nous amener vers une définition de l'agriculture durable peut-être un peu différente de celle que vous pourriez connaître. Pour ceux qui sont déjà connaisseurs de la notion d'agriculture régénératrice, ça vous permettra d'avoir un point d'ancrage sur l'ensemble des concepts et des notions qui se trouvent derrière cette agriculture. Je me présente, Sébastien Romégous, fondateur de Biosphère, une entreprise qui travaille aujourd'hui dans plus de 22 pays à déployer une agriculture qui vise à régénérer les sols et les paysages. On appelle ça communément l'agriculture régénératrice. Donc c'est pour ça que je suis légitime de vous parler de ce sujet aujourd'hui et de le décrypter pour vous. Alors rentrons dans le vif du sujet. Une agriculture régénératrice, mais régénératrice de quoi? Finalement des sols et des paysages. On va voir pourquoi ces deux espaces vont être très importants dans notre conception de la régénération par l'agriculture. On parle bien de régénérer quelque chose, c'est-à-dire un milieu. Et donc nous allons parcourir un certain nombre d'exemples et de faits pour pouvoir explorer ces notions-là. Pourquoi c'est important? Parce que si nous voulons avoir des systèmes agricoles résilients, c'est-à-dire qui sont capables d'absorber un certain nombre de chocs, notamment dans les moments dans lesquels nous sommes aujourd'hui, avec des changements climatiques assez importants, eh bien nous devons avoir une agriculture qui se repose sur des bases solides. Quelles sont ces bases? Peut-être les sols et les paysages, c'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors pour débuter, j'aimerais que nous parlions d'un exemple. Un exemple que je présente dans beaucoup de mes conférences et formations. Ici, vous avez deux parcelles qui sont séparées par un chemin. C'est d'ailleurs un exemple que vous pourrez retrouver sur d'autres vidéos sur YouTube. Mais c'est un exemple important parce qu'il vient se focaliser sur un fait essentiel. Vous avez ici deux parcelles côte à côte et pourtant, vous pouvez constater de façon évidente que l'eau réagit différemment lorsqu'elle vient sur la parcelle. Vous avez sur une parcelle de l'eau qui ne s'infiltre pas, qui s'accumule en surface, qui va rigoler le long de la pente, s'accumuler à certains endroits de la parcelle, alors que vous avez une parcelle qui a reçu exactement la même quantité d'eau sur l'autre partie et qui va finalement se comporter très bien, l'eau s'infiltre, on n'a pas d'accumulation d'eau. Donc ça c'est un fait important, c'est-à-dire que la capacité d'un sol et d'une parcelle agricole à absorber et gérer l'eau, c'est un indicateur de santé de ce sol et de santé de cette parcelle. Alors, pourquoi on est en face d'un phénomène que nous devons considérer? Parce que il y a une interaction permanente entre finalement l'effet des pratiques agricoles dans un champ et l'interaction de ce champ avec un environnement, notamment l'eau, parce que si l'eau ne s'infiltre pas correctement sur la parcelle, elle peut peut-être venir gonfler les rivières. S'il y a de l'érosion, comme sur l'exemple que vous avez ici, c'est pas de l'érosion qui vient
complètement embarquer une partie du sol de la parcelle, mais c'est peut-être l'érosion la plus pernicieuse, c'est-à-dire qu'elle est diffuse, et donc vous avez cette eau qui n'est pas cristalline, elle n'a pas la couleur de l'eau dans ce verre, elle est chargée en sédiments, et donc elle va venir gonfler les rivières avec un certain nombre de particules de sol, qui sont souvent des particules de sol intéressantes, les plus fertiles, et donc nous avons aussi potentiellement des rivières qui vont devenir de plus en plus turbides, donc c'est intéressant pour personne. Voilà. Donc cette interaction du champ et de sa qualité avec l'eau est majeure. D'ailleurs, si l'eau s'infiltre mal sur des dizaines de milliers d'hectares, c'est autant d'eau qui ne va pas recharger les nappes phréatiques. Donc vous voyez, le sol est finalement comme une éponge. Cette éponge, pour fonctionner, elle a besoin d'avoir des caractéristiques, et selon ce qui se passe au-dessus de la parcelle, eh bien, le sol peut perdre sa capacité d'éponge, cette capacité d'infiltration. Donc ça va créer des problèmes en cascade, des problèmes de rechargement des nappes, des problèmes au sein de l'eau de surface, donc les rivières et les fleuves, et puis on va avoir aussi, même pour l'agriculteur lui-même, des problématiques de fertilité, parce que s'il y a de l'érosion, eh bien c'est une partie de la fertilité de ce sol, de ce capital sol, qui part dans les rivières, ce qui est complètement inutile. Avec cette érosion diffuse ou réelle, on va avoir aussi des nutriments, éventuellement des polluants qui vont se transférer dans les eaux de surface, qui peuvent se transférer également dans les nappes. Donc vous voyez encore une notion d'interaction entre le cycle de l'eau et ce qu'il se passe dans une parcelle agricole. Donc la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est pourquoi dans une parcelle on a une interaction avec le cycle de l'eau qui est bonne, infiltration, on n'a pas d'érosion, etc. Et pourquoi on a une parcelle sur laquelle on a de l'érosion et sur laquelle on va avoir un certain nombre de dysfonctions, en tout cas de services rendus par les sols qui ne sont plus rendus. Eh bien, c'est tout simplement dû aux pratiques agricoles qu'il y a sur ces parcelles-là. Et alors, ça peut peut-être vous étonner, mais ça n'a rien à voir avec l'utilisation d'engrais ou de produits phytosanitaires. Ça a à voir avec d'autres paramètres. Ici, on va parler de travail de sol et nous allons parler également de couverture végétale. La parcelle sur laquelle on a finalement de l'érosion, qui est assez évidente, qui est cette parcelle-là, il y a eu des opérations de labour, c'est-à-dire que c'est une opération qui vient retourner les sols, et on a eu également des opérations d'affinage du lit de semence qui viennent finalement compacter les sols sur le long terme, qui vient accélérer des processus que l'on appelle de minéralisation, c'est-à-dire de perte de matière organique. Et puis on a également dans les pratiques de succession de cultures, puisque forcément là on a du blé, mais on a d'autres cultures qui viennent se succéder, eh bien on n'a pas de couverts végétaux, ce qui fait qu'en fait les couverts végétaux qui sont des cultures que l'on ne va pas récolter, mais qui viennent couvrir les sols entre deux cultures de vente, sont absents, et donc on a le sol un peu à nu, et ce couvert végétal ne peut pas venir nourrir le sol. Donc vous voyez déjà deux paramètres différents. Que se passe-t-il sur la parcelle où ça se passe bien, ici ? Eh bien nous avons un agriculteur qui prend soin d'avoir ces fameux couverts végétaux, donc des cultures qui viennent avant le blé et qui viennent nourrir le sol, qui sont restituées au sol. Ça vient aussi protéger le sol pendant les périodes où il n'y a pas de culture de vente. Et également, le blé a été semé en semi-direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travail de sol, aucune perturbation du sol, ce qui fait qu'en fait, on a une accumulation finalement de matière organique par ces fameux couverts végétaux plus les résidus de culture, et qui viennent s'accumuler dans les sols, augmenter notamment le taux d'humus, et puis on a également très peu de perturbation de la porosité initiale du sol. Et donc, l'eau, quand elle vient frapper la surface de ce sol-là, va déjà ralentir, puisque comme le sol n'a pas été travaillé, on a beaucoup de résidus en surface, et elle va s'infiltrer tranquillement. Et la porosité naturelle du sol qu'on a dans cette parcelle va servir à l'infiltration de l'eau en profondeur, mais aussi n'est pas cassée par le travail de sol. Alors, ce sont des phénomènes qui sont visibles dans des tests que l'on appelle par exemple le slack test. Ici, vous en avez un exemple, avec une partie de sol qui fonctionne, où on n'est pas venu le perturber, où on l'a enrichi en matière organique, en humus, et un sol qui est excessivement travaillé avec trop peu d'humus. Donc vous voyez, dès qu'on vient plonger une partie de ce sol-là dans l'eau, il y a des sols qui se tiennent, qui résistent à l'eau, finalement qui gèrent l'eau, et puis des sols qui ne se tiennent plus et qui se dispersent directement dans l'eau, un peu comme si vous aviez mis un cachet d'aspirine. Donc ça, c'est un fait assez important, et c'est un fait qui arrive très vite. C'est-à-dire que là, on est à 10 minutes après immersion de l'agrégat de sol. Vous voyez que ce sont des processus très rapides.
Donc évidemment, un sol qui ne résiste pas à l'eau va se disperser au contact de l'eau, va se cimenter. Donc on peut avoir avec le travail de sol finalement une aération temporaire du sol, mais dès qu'on commence à avoir trop d'eau, on peut avoir une recompaction. Et donc ça va poser problème pour gérer l'ensemble des pluies sur un cycle cultural. Vous avez ici un autre exemple d'un sol qui s'est repris en masse après la pluie, et un sol qui ne s'est pas repris en masse après la pluie. Et donc vous voyez bien qu'on a deux milieux qui sont fondamentalement différents, alors même que cette partie de sol a été prise dans un champ adjacent à celui-ci. Donc ce ne sont pas des, on va dire, des natures de sol qui viennent expliquer ça, c'est bien les pratiques qui ont influencé la trajectoire de fertilité de ce sol. Ici on a perdu de la fertilité, ici on a gagné de la fertilité. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc quand on parle de régénération, on parle de choses concrètes. Est-ce que je suis dans un milieu régénéré, apte à se mettre en interaction positive avec les grands cycles et notamment les cycles de l'eau, ou pas? Donc là on voit bien qu'on a un milieu qui est relativement inapte à le faire, et ici un milieu qui va être apte à le faire. Alors comment ça se fait finalement que nous avons un milieu qui est capable de se stabiliser dans la durée et un milieu qui n'y arrive pas? Alors la raison est simple, c'est la vie. Alors la vie sous quelle forme? On va parler de lombriques, on va parler d'activités microbiennes, sans rentrer dans des détails trop importants. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, une parcelle qui fonctionne va avoir globalement jusqu'à 10 fois plus de biomasse de lombriques par hectare. Donc vous imaginez bien que 10 fois plus de lombriques qui circulent, qui vivent, qui se reproduisent, qui émettent des déjections, etc., ça va avoir un effet majeur sur le sol, et notamment sur la porosité naturelle de ce sol. Et puis la biomasse microbienne, souvent en surface, va s'accumuler, va améliorer les cycles finalement de digestion de ces matières organiques comme en surface, donc ces fameux couverts végétaux, on va voir à quoi ça correspond, et puis les résidus de culture qui vont être dégradés beaucoup plus vite et qui vont participer à l'équilibre du champ, mais aussi à nourrir cette faune du sol qui participe à améliorer la fertilité globale de ce sol. Et donc pourquoi ce sol résiste à l'eau par rapport au sol précédent? Mais c'est tout simplement parce que l'accumulation de matière organique fraîche, d'humus, a construit une activité biologique, et cette activité biologique vient stabiliser le sol. Le sol devient finalement un milieu vivant, et ce milieu vivant va résister à l'eau. D'ailleurs, rappelez-vous quelque chose d'assez simple, c'est que tout ce qui est vivant résiste à l'eau. Si vous ne résistiez pas à l'eau, vous auriez un problème. Vous êtes fait de 70 à 80% d'eau. L'eau, c'est le moteur de la vie, et forcément, tout être vivant doit pouvoir gérer l'eau, la stocker, la faire circuler, pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de son fonctionnement normal, puisque sans eau, la vie ne peut pas advenir. Voilà. Donc, l'humus dans un sol, c'est du carbone. L'eau, bien, c'est de l'eau. Et en fait, nous sommes tous un peu des squelettes de carbone dans lequel circule de l'eau. L'eau, c'est pareil. Vous avez un sol riche en humus, donc riche en carbone, riche en vie, donc riche en carbone, dans lequel circule convenablement de l'eau. Et donc, là, vous avez un sol vivant, et là, vous avez un sol un peu déficient, pas très vivant. Alors, est-ce qu'un sol peut être complètement mort? Certains, oui, mais en fait, on peut vite ramener la vie si on ramène, finalement, du végétal. On va voir pourquoi c'est important. Voilà, donc vous avez ici un sol parfait. On a 10 ans de bonnes pratiques, et vous voyez qu'en 10 ans de bonnes pratiques, je ne vais pas dire que c'est un sol de forêt, mais presque, vous avez de la vie dans ce sol-là, vous avez de la porosité dans ce sol-là, et vous pouvez voir par exemple dans cet agrégat de sol que je tiens dans ma main sur cette photo, un beau lombric, mais vous avez aussi deux autres lombrics sur cette photo qu'on peut apercevoir. Ça tient dans ma main. Vous voyez que quand on a 2 tonnes de lombric par hectare, eh bien on a des lombrics relativement partout. Il suffit de mettre un coup de bêche dans le sol et on en sort quasi systématiquement. Là, dans une motte de terre que je tiens dans ma main, j'ai déjà 3 lombrics. Vous imaginez cette machine biologique, ce qu'elle peut fabriquer dans un milieu sol. Donc c'est ça qu'on va rechercher dans une agriculture qui doit régénérer, puisqu'on régénère quoi? On régénère la vie qui vient nous rendre des services. Donc c'est comme ça que ça s'agence. Donc on peut se poser désormais la question, en tout cas pour les sols, on va voir qu'après on va regarder les paysages. Quelle est la base de la fertilité du sol? Quelle est la base de la vie? Et souvent, on n'y pense pas, ou trop peu. D'ailleurs, ça a été un élément qui a été très important dans on va dire, les spiritualités primaires. Nous avons un astre dans le ciel, que vous connaissez tous, qui se lève le matin, qui se couche le soir, et qui a une fonction très particulière
dans notre biosphère. Le Soleil, il faut savoir que ça émet une quantité d'énergie extraordinaire. Et cette énergie formidable, on ne peut pas directement la consommer. Quel a été finalement le truc et astuce que la vie a développé pour que cette énergie du Soleil puisse être consommée par l'ensemble des êtres vivants de la biosphère? C'est un processus qui s'appelle la photosynthèse. Alors tous les agronomes la connaissent. A priori, tout le monde devrait la connaître puisqu'on l'apprend en cours de 4e, on l'oublie. C'est la photosynthèse qui est cet art de convertir une énergie vibratoire qui vient du Soleil en énergie chimique. Donc c'est la conversion du Soleil en biomasse végétale. La photosynthèse est faite par les végétaux sur les écosystèmes terrestres, un peu les algues. Vous avez les phytoplanctons qui le fait dans les océans et c'est la base de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que tous les autres êtres vivants utilisent les végétaux pour pouvoir se nourrir ou mangent des animaux qui eux-mêmes ont mangé des végétaux. Donc, c'est bien l'énergie du Soleil convertie en végétale qui permet d'alimenter la vie sur l'intégralité de la biosphère sur Terre. Il n'y a pas d'autre processus plus important. Il n'y a pas de photosynthèse sur Mars, il n'y a pas de vie sur Mars. Alors peut-être qu'on en trouvera sous des formes microscopiques très particulières avec des sources d'énergie très particulières, mais on ne peut pas développer une biosphère riche et aussi diverse que ce que l'on a sur Terre sans processus massif de conversion d'une énergie infinie, celle du Soleil, en énergie finie, celle des végétaux. Et donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce que cette énergie, elle est consommée par tout le monde. D'ailleurs, on convertit l'énergie de la photosynthèse en quoi ? En kilocalories pour nous, humains. Les humains ont besoin de, en fonction si ce sont des hommes ou des femmes, s'ils sont sportifs ou pas, entre 1800 et 2500, 3000 kilocalories par jour, selon notre activité. C'est le besoin en énergie. Eh bien, c'est pareil pour un sol, c'est pareil pour des pollinisateurs dans un paysage, c'est pareil pour des petits mammifères. Ils ont tous besoin d'énergie pour leur quotidien. Et si on ne leur fournit pas cette énergie, eh bien, ils s'en vont ailleurs la chercher ou ils meurent. Donc déjà, premier concept important, est-ce qu'on peut protéger la biodiversité ? Alors si on voit la protection de la biodiversité comme mettre finalement une barrière entre l'humain et des êtres vivants qui pourraient être affectés, je pense que c'est un concept faux. Nous devons préserver les conditions qui permettent à la biodiversité de se maintenir sur place, et ça va être notamment la préservation de l'énergie photosynthétique dans un espace donné, dans un champ, autour d'un champ, bref. Si vous voulez un écosystème vivant avec des fonctions, eh bien vous avez besoin de l'alimenter en énergie. Cette énergie, c'est celle du Soleil, qui est convertie par la photosynthèse et distribuée au sein de l'ensemble des chaînes trophiques. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'essence que vous mettez dans les tracteurs ou dans les voitures ? C'est de l'énergie végétale fossilisée, de l'énergie de la biomasse vivante fossilisée, dans laquelle on vient pomper, et après on la convertit dans les usines, etc. Mais c'est bien de l'énergie végétale. Donc c'est comme si vous aviez un stock d'énergie photosynthétique quelque part, qui est raffiné et ensuite utilisé. Voilà. Alors que le nucléaire vise plutôt à fabriquer, en quelque sorte, l'énergie, les processus qui se déroulent dans le Soleil. Vous voyez ? Mais ce qu'on consomme dans nos voitures, c'est de l'énergie végétale, c'est de la photosynthèse. Alors, finalement, ça amène une réflexion. Si c'est la plante qui convertit l'énergie du Soleil et qui vient transformer finalement en chaîne de carbone et qui sont les sucres que tout le monde utilise pour son quotidien et qui vient recharger les écosystèmes et les sols en énergie fraîche pour le vivant, est-ce que ce sol sur lequel on produit, c'est lui qui produit les plantes ou est-ce que ce sont les plantes qui produisent le sol ? Eh bien, ça c'est une notion relativement peu connue et trop peu diffusée. C'est bien la plante qui fait le sol et non pas l'inverse. D'ailleurs, au démarrage de notre histoire, il n'y avait pas de sol. Il y a eu la conquête par les algues, puis par les végétaux supérieurs de la croûte terrestre, et c'est cela qui a fabriqué les sols. Donc c'est bien un processus vivant qui, entre guillemets, terraforme les sols sur Terre. Et donc ce processus, il ne s'est pas arrêté parce que nous avons des fois des dizaines de mètres de sol dans certains endroits. C'est toujours le même processus qui a cours. Donc si c'est bien la plante qui crée le sol, nous devons, dans toute agriculture qui se dirait durable, se poser la question de la place du végétal, non pas juste pour
récolter, mais de la place du végétal pour entretenir ce système sol qui est indispensable dans le cadre de notre agriculture. Alors, de là, on peut étendre notre raisonnement. Ce processus de conversion d'énergie qui permet de nourrir des êtres vivants et qui eux-mêmes entretiennent ce système sol, est-ce qu'il a cours à d'autres niveaux? Et en fait, on s'aperçoit que c'est un processus qui est généralisé et qui va fabriquer quoi? Ces fameuses niches écologiques que l'on apprend toujours en cours de 4e, mais qui sont importantes dans notre cas. Pourquoi? Parce que une niche écologique, c'est le croisement entre de la ressource alimentaire et des habitats. Cette ressource alimentaire et ces habitats sont constitués de quoi? Et on va se rendre compte que ce sont aussi de végétaux. La ressource alimentaire dans un écosystème terrestre, eh bien on va avoir cette fameuse matière organique qui va nourrir par exemple les décomposeurs du sol, les lombriques, les bactéries, les champignons. Mais le pollen et le nectar sont aussi produits par des végétaux et ils nourrissent l'ensemble des pollinisateurs primaires et secondaires. Donc ces deux sources de nourriture indispensables sont produites par les végétaux. Ensuite, tous les êtres vivants qui sont des herbivores vont se nourrir de végétaux et tous ceux qui sont carnivores ou omnivores vont se nourrir soit de végétaux, soit d'autres animaux qui ont consommé eux-mêmes des végétaux ou d'autres animaux qui ont consommé des végétaux. Donc on en revient à quelle est la source de nourriture dans un écosystème, qu'il soit agricole ou pas d'ailleurs, toujours le végétal. Ensuite, l'habitat. Qu'est-ce qu'un habitat? Par quoi est-il constitué? Eh bien si vous regardez par exemple le sol, l'habitat sol préservé, c'est une combinaison entre de la matière minérale et de la matière carbonée, c'est-à-dire de l'humus. Donc un habitat préservé dans un sol, ce n'est pas que de la matière inerte, des limons, des argiles ou que sais-je, ou du sable, c'est de la matière inerte combinée à une matière vivante qui est l'humus, qui est un résidu végétal. Si on se pose la question du paysage, énormément d'êtres vivants vivent dans les fossés, dans les buissons, dans les forêts, dans des haies, dans des arbres, dans des écorces d'arbres, et donc, ou dans du bois mort. Et donc vous voyez bien que c'est encore le végétal, et notamment le ligneux, l'arbre, qui est venu fabriquer un environnement stable, et donc un habitat stable. C'est pour ça qu'au final, quand on regarde le sol et les paysages, on a quasiment notre agriculture qui est prise en sandwich entre un sol dans lequel les racines de nos cultures vont, et le sol est littéralement l'intestin de nos cultures, et donc ce milieu doit être préservé pour fournir à nos cultures à la fois des nutriments mais aussi un environnement favorable à sa santé. Et nous avons le paysage qui est en fait le pourtour de nos champs, qui des fois est un peu inexistant. Vous allez dans certaines aires agricoles, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une forêt où ça a été très arasé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de forêt à cet endroit-là, c'est qu'on les a coupés et qu'après on a établi l'agriculture en se sédentarisant. Et on voit bien que ce paysage constitue aussi des habitats et une source d'énergie. Soit par la floraison des arbres, des buissons ou des fleurs qui seraient dans les bandes enherbées autour des champs, mais aussi un habitat stable dans lequel peuvent se réfugier un certain nombre d'organismes. Donc l'interaction entre le paysage, les sols et nos cultures, et nos élevages aussi, est permanente. Donc nous allons devoir réfléchir à la capacité de notre agriculture à stabiliser des niches écologiques fonctionnelles sans pour autant impacter le rendement et la qualité de nos cultures. Parce que l'idée, c'est quand même de se nourrir et de créer des chaînes alimentaires et des filières alimentaires stables qui nous nourrissent. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on peut se poser la question d'un paysage agricole. Ici, vous avez un paysage agricole typique de plaine céréalière. On peut observer, finalement, qu'il y a très peu de végétaux. On peut observer qu'il y a très peu d'infrastructures paysagères stables. On peut aussi constater en hiver ou au printemps des phénomènes d'érosion comme nous avons ici. Donc si on regarde la densité de niches écologiques dans un paysage comme celui-ci, il est très faible. Alors je présente souvent ces photos en formation et quand je pose la question à mon audience qui est composée d'agriculteurs la plupart du temps, et je leur demande est-ce que ces paysages-là sont plutôt des paysages communs et représentatif, ou est-ce que j'ai fait exprès de prendre la photo de mauvais paysages pour essayer de convaincre? Mon audience me dit,
effectivement, c'est 80-90% des paysages agricoles de plaine aujourd'hui. Et donc on voit bien qu'il y a un décalage, parce que si c'est bien le végétal qui fabrique les niches écologiques, le vivant et la fonction dans mes sols et mes paysages, eh bien là j'ai un problème. J'ai de la dysfonction parce que j'ai façonné une agriculture qui ne respecte pas ce principe premier de densification de la photosynthèse par surface, vous voyez. Donc, on n'a pas encore abordé la question des pesticides ou des engrais, alors que c'est ce qui est souvent abordé dans les notions d'agriculture durable. C'est souvent les premières notions. Ça, ce sont peut-être des notions qui vont toucher la santé du consommateur. Mais si on parle de la santé des écosystèmes en tant que tel, le premier pilier reste et restera, qu'on le veuille ou non, de respecter ce principe de conversion d'énergie du soleil en énergie végétale pour fabriquer des niches écologiques denses et riches qui viennent apporter du service dans ma parcelle agricole et autour de ma parcelle agricole, qui viennent me permettre d'être cohérent vis-à-vis du cycle de l'eau. On l'a vu comme c'était important tout à l'heure. Qui me permet de maintenir un haut niveau de biodiversité. Cette biodiversité vient me rendre des services. Cette biodiversité, par exemple des sols, va permettre de naturellement nourrir ma plante. Cette biodiversité au niveau de mes sols va me permettre de pouvoir planter mes cultures avec moins de travail du sol, donc moins de dépenses de mécanisation. Donc il y a une relation, finalement, entre le niveau de service rendu par la biodiversité dans un environnement agricole et le niveau d'intrants utilisé par l'agriculteur. Donc si on veut une agriculture sobre, en engrais, en pesticides, en mécanisation et donc en fuel, on doit accumuler des fonctions dans les sols et dans les paysages qui rendent service à l'agriculteur. Donc il faut démarrer quelque part. Et donc vous voyez ici des exemples d'agriculture qui tentent de respecter ce système. C'est ce que moi j'appelle l'agriculture régénératrice. Pourquoi ? Parce qu'elle respecte ce principe premier. Vous avez ici un couvert végétal avec du seigle et du triticale qui est écrasé au sol, dans lequel on vient semer en direct un soja avec le semoir qui est ici, et vous avez le soja qui pousse sur un paillage. Ce paillage qui est intéressant pour lutter contre les adventices, mais aussi qui va nourrir les lombrics. Là, vous avez 12-15 tonnes de matière sèche végétale qui est introduite dans les sols. Vous imaginez bien que la population de lombrics va s'en régaler et se développer. Vous imaginez bien que les champignons qui adorent les matériaux ligneux comme ça vont pouvoir se développer. Vous imaginez bien que la microbiologie, qui a besoin de matière verte, va se développer également grâce à cette matière organique fraîche massive qui est appliquée au sol. Mais ça n'existe pas que pour faire du soja, ça existe pour faire du blé, du maïs, des pommes, comme en haut à droite, donc chez Pomme Évasion, qui quand même regroupe des producteurs qui sont sur plus de 1000 hectares de pommiers, donc on n'est pas chez un petit producteur, donc ça peut advenir voilà, sur des exploitations ou des structures d'exploitation très professionnelles. Arboriculture encore en bas aussi. Donc qu'est-ce que l'agriculture régénératrice finalement ? Eh bien c'est l'art de récolter le soleil avant de récolter nos cultures. Récolter le soleil par le végétal. Ce végétal qui doit être finalement en quantité suffisante au fil des rotations de culture ou entre mes rangs d'arbres pour pouvoir nourrir le sol. Également ce végétal sous forme d'arbres autour de mes parcelles ou en agroforesterie. Bref, c'est une restructuration, une ingénierie écologique de mes champs au profit de l'agriculteur et aussi de la société au sens large, parce que si j'ai des sols qui infiltrent mieux, j'ai moins de problématiques d'inondation. Si j'ai des sols qui infiltrent mieux, je recharge mes nappes, donc j'ai des problématiques d'alimentation en eau potable qui sont moins importantes. Si j'ai des sols avec un haut niveau de biodiversité, je vais alimenter aussi une grande biodiversité au-dessus du sol. Si j'ai des pollinisateurs, je vais pouvoir aussi avoir des fonctions dans mon environnement intéressantes. Bref, vous voyez bien qu'on engage des cycles positifs qui consomment tous de l'énergie. Finalement, la Terre, c'est comme une usine vivante qui a besoin d'énergie. Cette énergie, elle la trouve grâce au soleil, mais au travers d'un intermédiaire indispensable que sont les plantes. Voilà, donc l'agroécologie, l'agriculture régénératrice, l'agriculture durable, c'est cet art de récolter le soleil efficacement. Pourquoi c'est important ? Parce que cette restauration des niches écologiques, c'est celle qui va nous permettre collectivement de rétablir des écosystèmes vivants.
Si je prends une situation initiale, voilà, situation initiale de l'écosystème, un bassin versant, je ne sais pas, sur 40 000 hectares, eh bien, si je ne change pas mes pratiques et que l'état initial de cet écosystème est mauvais, eh bien, forcément, 20 ans plus tard, on aura exactement la même situation. Si j'intensifie les pratiques agricoles, notamment le travail de sol, si je ne veux pas produire de couverts végétaux ou de façon un peu réglementaire et pas très vivace, eh bien, je vais me retrouver dans une situation où je vais dégrader par exemple mon taux d'humus. Peut-être que je vais araser encore plus de haies. Peut-être que, voilà, toutes ces choses-là ne m'intéressent pas. Donc, je me retrouve à avoir un écosystème qui se simplifie, et derrière cette simplification et cette biomasse végétale et cette intensité de la photosynthèse qui diminue, je perds les fonctions générales de mon écosystème. D'ailleurs, indifféremment de la réduction d'intrants. C'est-à-dire que si je réduis l'intensité de la photosynthèse et qu'en même temps je réduis les engrais et les produits phytosanitaires, ça n'empêchera pas que mon niveau de biodiversité va réduire, que mon interaction avec le cycle de l'eau sera mauvaise. Vous voyez ? Par contre, si je commence à changer mes pratiques et je booste ce volet photosynthétique, j'augmente la quantité de végétaux globale dans mon écosystème sans forcément impacter le rendement de mes cultures, c'est ça l'art et la manière, c'est finalement ça l'agronomie, eh bien je vais petit à petit gagner des fonctions, et en gagnant des fonctions, restaurer un équilibre entre ma biosphère et le fait de produire. Il n'y a pas d'inadéquation entre l'agriculture et la santé de mon écosystème. Mais il y a besoin de respecter ce premier principe. D'ailleurs, on apprend en cours de biologie, en 4e, la photosynthèse, mais on peut le relier aussi à nos cours de physique qu'on fait au lycée. Ça s'appelle la thermodynamique. Qu'est-ce que la thermodynamique ? C'est comment est consommée l'énergie sur Terre. Et donc cette thermodynamique, elle nous indique quoi ? Qu'en fait, nous passons notre temps à consommer de l'énergie et qu'il faut sans cesse venir se renflouer en énergie, sans quoi, eh bien, on peut perdre notre santé, voire même mourir. Si vous ne mangez pas tous les jours, à un moment donné, vous aurez un problème. Vous pouvez jeûner 30 jours, 40 jours, mais à un moment, il va falloir manger. Il va falloir prendre de la calorie. Et donc, cette prise de calories permanente, pour pouvoir se faire, il faut produire à manger. Mais un écosystème, c'est pareil. Si vous voulez stabiliser du vivant, il faut sans cesse l'alimenter en énergie, et ça passe par cette conversion d'une énergie infinie, le soleil, en énergie finie, le végétal. Alors voilà les modèles en grande culture. Les grandes cultures, c'est quoi ? C'est le blé, le colza, le soja, bref, ce qui constitue la base de notre alimentation souvent. On peut mettre aussi les légumes d'industrie comme la pomme de terre, la carotte. Donc là, vous avez ici des systèmes, vous voyez, il y a des végétaux partout. Je sème directement dans une masse végétale pour pouvoir produire. Alors c'est pas toujours possible d'aller jusqu'au bout de ce système-là. Il y a des intermédiaires, il y a des compromis malheureusement qu'on est obligé de faire. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a ce besoin de, entre guillemets, convertir les gens dans ce nouveau mode de production qui demande des machines différentes, qui demande une façon de concevoir le système de production différente. C'est d'ailleurs le travail de Biosphère, mais ça prend souvent du temps. Quelqu'un qui démarrait avec des pratiques classiques, pour l'amener là, ça prend souvent entre 5 et 7 ans. Vous voyez, donc c'est un processus sur la durée. Pour autant, c'est de plus en plus engagé aujourd'hui. Vous avez des systèmes en vigne. Vous voyez par exemple ici en Champagne avec des systèmes de couvre-sol où par exemple vous allez avoir 15 degrés de différence entre un sol de vigne nu et un sol de vigne couvert avec ce couvre-sol. Quand on veut tempérer la température du sol et quand on est dans des contextes de changement climatique où il fait de plus en plus chaud, c'est intéressant. Voilà, vous avez d'autres systèmes ici. Là, vous voyez, nous sommes en Ardèche, sur un système où on a du sainfoin, une culture permanente, qui est écrasée au sol, qui vient couvrir le sol. Donc, en plus, ça limite le fait de venir gratter le sol avec des outils 3 ou 4 fois, donc ça fait des économies de charges de mécanisation pour l'agriculteur, et en plus ça vient nourrir le sol. Sur cette parcelle-là, le jour où où je suis allé faire un audit de sol, il y avait entre 10 et 12 vers de terre à chaque fois que je mettais un coup de bêche dans le sol. Vous imaginez. Et pour autant, nous ne sommes pas sur une vigne en agriculture biologique. Ça veut dire qu'en fait, quand je respecte l'alimentation de ma biosphère en énergie fraîche végétale, la vie revient, même s'il y a encore un peu des pesticides ou des engrais qui sont utilisés.
Donc ça, c'est très intéressant comme notion. Ça veut dire qu'une agriculture peut être durable sans être parfaite. Il y a des intermédiaires. Est-ce que, d'ailleurs, c'est toujours possible d'aller vers le bio? On voit bien que c'est compliqué. Dès qu'on dépasse 3, 4, 5, 6% des agriculteurs en agriculture biologique, c'est compliqué d'en convaincre d'autres. Notamment, par exemple, actuellement, avec les systèmes d'aide qui se réduisent, eh bien on a des gens qui repassent du bio au conventionnel. Donc on ne peut pas juste dire que l'azimut de durabilité de l'agriculture, ça ne peut être que le bio. Par contre, on a ici une proposition technique acceptable par à peu près tous les agriculteurs. Et d'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs bio peuvent utiliser ces techniques aujourd'hui, ou les ont utilisées dans le passé, ou ont inspiré ces techniques, parce qu'en agriculture biologique, n'ayant pas d'engrais ou de pesticides, j'ai besoin d'avoir des fonctions dans mon environnement. J'ai besoin que mes sols fonctionnent, j'ai besoin d'avoir des insectes bénéfiques dans mon environnement pour venir m'aider à gérer des ravageurs ou autres. Là, vous avez un système en arboriculture. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle la méthode sandwich. Je fais un couvert le long des arbres, et puis ce couvert vient nourrir mes sols, et j'ai une couverture permanente entre les deux que je viens broyer de temps en temps. Là, vous avez entre des abricotiers un système avec un très beau couvert végétal qui est écrasé au sol une fois par an. Vous avez ici des systèmes où on vient semer une plante tous les ans. Bon, bref, c'est pour montrer un peu la diversité, mais ce sont des systèmes qui fonctionnent, et ce sont des systèmes qui respectent ce principe fondamental d'intensité végétale. Voilà, donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire une agriculture régénératrice? C'est tout simplement une agriculture qui respecte ce principe premier, thermodynamique, où je viens convertir l'énergie du soleil, je viens récolter l'énergie du soleil, et je viens amener de plus en plus d'énergie consommable, on peut appeler ça de l'énergie chimique, sous forme de carbone, de sucre, dans mon environnement. Et donc j'ai ma biodiversité qui augmente, et cette biodiversité vient me rendre des services. Ce sont les piliers fondateurs d'une agriculture régénératrice des sols et des paysages. Nous avons vu que ça touchait ces deux compartiments-là. Pour avoir une agriculture vraiment durable et résiliente, nous avons besoin de travailler sur ces deux sujets, sur le sol, sur les paysages, au travers d'un processus, la photosynthèse. Et une fois que ça s'est respecté, je suis capable de faire des économies d'intrants, engrais, pesticides, mécanisation, donc fuel, parce que mon environnement est propice à cela, et je perdrai pas de rendement et de performance dans mon champ, parce que mon champ m'aide au quotidien en tant qu'agriculteur. J'espère que ce décryptage vous a plu. C'était important pour moi de vous transmettre cette vision d'une agriculture durable et régénératrice, de parler de cette notion de photosynthèse qui est centrale. Il est vraiment important de comprendre que, en respectant cela, de l'énergie disponible pour la biodiversité qui apporte des fonctions dans les champs, c'est le processus qui permet d'avoir une agriculture sobre, qui réduit les intrants et la mécanisation. Donc tout le monde est gagnant dans cette affaire, et ça permet aussi de comprendre comment la vie fonctionne de façon basique. Voilà, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez ce contenu, je vous invite à vous abonner. Encore une fois, comme d'habitude, sur toutes les chaînes YouTube, à peu près 80-90% des gens qui visionnent ne sont pas abonnés. Donc si vous voulez soutenir cette initiative, qui est pour vous 100% gratuite, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, parce que ça donne accès finalement au plus grand nombre à une écologie pragmatique et scientifique. Je le rappelle, l'écologie, ça n'est pas de la politique, l'écologie c'est une science et une technique. Merci à tous et à bientôt.